Het is voor mijn man en mij een grote vreugde nu zelf de verloving aan te kondigen van onze dochter Beatrix met de heer Klaus von Amsberg. La reine Juliana vient de l'annoncer officiellement. La princesse Béatrix des Pays-Bas et le diplomate allemand Klaus von Amsberg sont fiancés. Et quelques 300 photographes admis dans les jardins du Palais Royal purent prendre les premiers clichés du couple princier. Klaus avait combattu dans les rangs de l'armée allemande, mais les Hollandais ne lui en ont pas tenu rigueur, et lorsque le cortège parcourut les rues de la capitale, la population lui réserva un accueil chaleureux. Le visage rayonnant de leur princesse était la meilleure des recommandations. Rennes n'est plus qu'à 3 heures de Paris. C'est ce qu'a pu vérifier M. Georges Pompidou, qui a inauguré le nouveau tronçon électrifié de la ligne Laval-Rennes. Au cours de ce voyage d'études en Bretagne, d'autres sujets de satisfaction pour cette province de l'Ouest devaient être soulignés, notamment l'aménagement de la Vilaine et de son embouchure, et l'usine de la Société bretonne de fonderie et de mécanique, dont M. Georges Pompidou a posé la première pierre. Au Vietnam, les coups sont de plus en plus violents. Les 7 appareils détruits de la base de Da Nang en sont la preuve. Un commando Viet Cong avait réussi à s'infiltrer dans les défenses extérieures et a tiré 35 obus de mortier sur le bastion numéro 1 des troupes américaines. Cependant, les raids américains sur le Nord-Vietnam continuent, toujours plus proches de Hanoï, et dirigés contre des objectifs qui vont des dépôts de munitions ou d'essence aux voies stratégiques et aux ponts. Les canons des forces gouvernementales restent maintenant rarement silencieux, comme si le régime de l'alerte permanente avait commencé. Face aux multiples offensives lancées par le Viet Cong depuis le début de la mousson, les gouvernementaux sont amenés à engager autour de leur base des contre-attaques éclairs pour dégager un front toujours fuyant. Quelquefois de telles actions se révèlent payantes, quelquefois elles ne le sont pas. Da Nang, en tout cas, demeure une zone très menacée. Les Marines ont dû prendre à plusieurs reprises l'initiative de faire évacuer des villages pour pouvoir pilonner ensuite la région. Le sort de ces malheureuses populations devient de plus en plus pitoyable. « 101 coups de canon ont annoncé à Alger le 3e anniversaire de l'indépendance. Le colonel Boumedienne, qui préside le Conseil de la Révolution, dont 24 membres sur 26 sont des militaires, s'est rendu au cimetière d'El Alia pour un hommage silencieux aux morts de l'indépendance. Peu après, dans un discours radiodiffusé, le colonel Boumedienne devait notamment critiquer la gestion du gouvernement Ben Bella et évoquer la coopération avec la France, appelée, a-t-il dit, à se développer dans un climat de confiance réciproque. C'était la fête au village pour le retour au grand soleil des 7 recluses de la grotte de la Cave. 1 millier d'admirateurs ont accueilli la tendre Jannick Aimé et ses compagnes à la sortie du gouffre après 15 jours passés à l'abri du monde et des soucis. Elles ont fait là une cure de silence, ce qui est héroïque pour des femmes, ainsi qu'une cure d'amaigrissement, mais personne ne s'en est plaint, bien au contraire. Pas un seul instant elles n'ont perdu leur gaieté au cours de leur réclusion volontaire, elles ont même composé une chanson sur leur aventure. Au fond, cette expérience se devait d'être tentée dans la bonne humeur par des Madame Tout-le-Monde et non pas par de sévères spécialistes entraînés comme des cobayes ou des singes savants. On se demande qui pourrait désormais dénier à Michel Jazy son incontestable suprématie sur tous les autres spécialistes mondiaux du demi-fond. Il a prouvé au cours du fameux 5000 mètres d'Helsinki, la course que pas un seul champion ne voulait manquer, qu'il est actuellement imbattable sur les moyennes distances.
ce n'est pas l'Australien Clark qui dira le contraire, pas plus que Keino, le noir du Kenya, déjà considéré comme un futur champion olympique. Si le record du monde du 5000 mètres n'était pas au bout de cette course fabuleuse, suivi par 50 000 connaisseurs tassés dans les tribunes, c'est parce que Clark, écœuré par la facilité de Jazzy, baissa les bras en fin de course. C'est un magistral doublé qu'ont réalisé les deux escrimeurs français Jean-Claude Magnan et Daniel Revenu au championnat du monde de fleuret. Les voici d'ailleurs tous les deux face à face au cours de la poule finale. Magnan, le champion, est à gauche. Le champion du monde n'a connu qu'une seule défaite devant le soviétique Shvednikov. Shvednikov, c'est la bête noire de Jean-Claude Magnan. Et oui, Jean-Claude Magnan, même avec le fleuret électrique, on n'est pas sûr de sa touche. Magnan est battu, mais il est champion du monde tout de même. C'est lui qui aligne le plus grand nombre de victoires. C'est une des aventures de notre temps. À l'origine, en 1959, la découverte au milieu des packages et des champs de tulipes de Hollande d'un gisement de gaz naturel que l'on estime aujourd'hui le premier du monde. Et comme les structures géologiques de la Hollande se prolongent sous la mer du Nord, c'est tout naturellement vers elles que se sont tournés les regards de 100 compagnies pétrolières. Une première île a fait son apparition sur les flots. À bord, des pétroliers ont entrepris un premier forage. La ruée vers l'or noir en mer du Nord était commencée. Un peu partout, on a entrepris de mettre sur pied une armada capable de participer à la nouvelle conquête. La France n'est pas restée à l'écart. Une première plateforme de forage en mer était construite près de Rouen, Neptune 1, sorte de triangle de 61 mètres de hauteur et de 51 de base, poids 3000 tonnes. La mise à l'eau de ce mastodonte s'est effectuée selon un processus original, en le faisant basculer alternativement sur des tas de sable amassés par des bulldozers. On est parvenu à le faire déraper jusqu'à la Seine. L'effet de la marée, sensible à cet endroit du fleuve, a fait le reste. Il restait à remorquer l'île flottante jusqu'au Havre, où devaient être aménagées ces superstructures. Et un beau jour, on l'a vu passer sous le pont de Tancarville. Deux réalisations également remarquables se rencontraient un instant. Équipée d'une plateforme pour hélicoptère, capable d'abriter 60 hommes d'équipage, Neptune 1 ne devait pas tarder à prendre le chemin du large et à entrer en action. Autrement dit, enfoncer dans la mer ses 3 piliers à crémaillère pour se fixer solidement sur le fond et soulever sa lourde masse au-dessus des flots. Puis mettre en œuvre son équipement de forage capable d'atteindre 6000 mètres de profondeur. Après des travaux de reconnaissance sur le tracé du futur tunnel sous la Manche, ce sera la grande chasse au pétrole pour le compte du groupe français. Partout, équipes et matériel sont prêts. Désormais, sur leurs îles artificielles, isolées en mer jour et nuit, comme d'autres en plein désert, seulement reliés au monde par un hélicoptère, des hommes sont lancés dans la nouvelle aventure de l'or noir. La mer du Nord répondra-t-elle à ce qu'on attend d'elle? Les îles flottantes sont en place, la minute de vérité n'est plus loin. C'est un exceptionnel défilé qu'a ouvert pour ce 14 juillet la patrouille de France. Les Mirage 4 de la force de frappe, les bombardiers atomiques capables de voler à Mach 2,2, y participaient avec leurs avions ravitailleurs, les citernes volantes C-135F. L'aviation de reconnaissance et de chasse était représentée par 90 appareils.
L'aviation de transport par 24 cargos Nord 2501. L'armée française de l'ère atomique, une armée basée à la fois sur une force nucléaire stratégique et sur des forces de manœuvre entièrement motorisées, était présentée pour la première fois sur les Champs-Élysées devant le général de Gaulle, le Premier ministre et les hautes personnalités de l'État. Chars légers AMX, équipés d'engins anti-chars téléguidés SS-11. Hélicoptères lourds. Les pôles d'attraction n'ont pas manqué pour la foule nombreuse qui était venue suivre le défilé. C'était ensuite les rampes mobiles d'engins, batteries de missiles sol-air, puis des roquettes lourdes de 2,5 tonnes. Enfin, l'une des grandes curiosités, l'avion robot R-20, dérivé de l'engin cible français CT-20, est capable en zone ennemie de suivre automatiquement un programme de reconnaissance photographique préétabli. Il appartenait aux troupes à pied, aux grandes écoles et notamment aux Saint-Cyriens de mettre la note traditionnelle dans une revue qui ne l'était pas et qui a mis en œuvre 630 véhicules, 130 avions, 30 hélicoptères et 9000 hommes. Huit mois après l'accueil inoubliable que leur réserva le Chili, le président de la République et Madame de Gaulle ont reçu au palais de l'Élysée le président et Madame Eduardo Frei en visite officielle à Paris. Une visite marquée par des réceptions et aussi de longues conversations entre les deux chefs d'État. Le président Frei veut réaliser au Chili la révolution dans la liberté, mais il a besoin de l'aide européenne pour mettre en valeur les richesses du sous-sol. C'est une participation économique et technique de la France qu'il est venu envisager au cours de cette visite de 3 jours qu'un brillant dîner aura couronné. À Alger, pour le 3e anniversaire de l'indépendance, les membres du corps diplomatique sont venus présenter leurs vœux au colonel Boumedienne, qu'entouraient les membres du Conseil de la Révolution. En sa qualité de doyen, M. Georges Gors, ambassadeur de France, a prononcé le discours d'usage. Nous sommes disposés à coopérer avec tous les pays qui respecteront notre souveraineté, devait répondre en substance le chef du gouvernement algérien. La nageuse française Kiki Caron joue à sa manière les Michel Jazzy. Elle aussi, elle avait une revanche à prendre après son échec des Jeux Olympiques de Tokyo. Aujourd'hui, c'est chose faite. Pour son 17e anniversaire, Christine Caron, ligne numéro 5, a triomphé 2 fois de son heureuse rivale de Tokyo, l'américaine Cathy Ferguson, sur 200 mètres d'eau, battant en passant son record d'Europe, et sur 100 mètres de la même spécialité. Ajoutons à cela qu'elle est encore plus ravissante que l'an dernier, ce qui compte également, même pour une championne. Robin des Bois n'avait sans doute pas pensé à cette utilisation astucieuse de l'arc, transformé pour la circonstance en canne à pêche. Ce sont les Canadiens qui ont eu cette idée. C'est évidemment une méthode pour pêcheurs pressés. Pour peu qu'on soit adroit, on fait mouche à chaque coup. Et cette pêche se pratique à tout âge. Le principe en est simple, le fil du moulinet est fixé à la flèche. Quand le poisson est touché, il n'y a plus qu'à tirer pour le récupérer. Encore faut-il savoir s'y prendre. Ce pêcheur-là n'a pas encore tout à fait assimilé la technique. En revanche, que de belles prises en perspective pour ceux qui savent pratiquer la pêche à l'arc. Depuis le développement de la plongée sous-marine, les épaves qui dormaient depuis 2000 ans sous les mers n'ont pas intéressé que des spécialistes. Ces gisements ont provoqué le rush de véritables pilleurs d'épaves organisés, sans compter celui de toute une armée d'amateurs. Il était temps qu'une loi, obligeant à la déclaration des trouvailles, fixât la limite entre le pillage caractérisé et le simple souci de ramener un souvenir de vacances. C'est ce que pense M. Fonkerl, fondateur du groupe d'archéologie sous-marine d'Agde. Eh oui, tout le monde aime bien ramener un souvenir de plongée, et la contemplation de cet amphore est bien agréable.
D'ailleurs, l'entente avec les pouvoirs publics va permettre à certains plongeurs de conserver des pièces, tout en préservant les objets d'un intérêt archéologique certain. Déjà, dans la pratique, ça se passait un peu comme ça. Je connais personnellement une quinzaine d'épaves, dont je garde les plans secrets avec l'accord des pouvoirs publics. Voici 5 ans, avec les faibles moyens dont il disposait alors, M. Fonkerl, qui est chef de gare, et quelques amis unis par la double passion de la plongée et de l'archéologie, décidèrent de partir à la découverte de ces épaves qui, depuis l'Antiquité, jonchent le fond de la mer dans la région de l'ancienne colonie des Massaliotes. Il y avait là un champ de fouilles d'une extrême richesse. Leur objectif, conserver à la ville d'Agde ces cargaisons d'amphores embarquées sur les navires de l'antique Fossé ou de Rhodes, il y a 2000 ans, mais qui n'étaient jamais arrivés à bon port. Dès les premières plongées, en 1960, les résultats furent magnifiques, puisqu'en 2 mois de fouilles, nous avions déjà rempli 2 salles de ce magnifique musée, et Agde possède actuellement une des plus belles chronologies d'amphores qu'il soit permis de contempler, telles ces grecques, ces rhodiennes, ces romaines, ces italiques et ces ibères. D'ailleurs, certaines ont encore conservé dans leurs pattes l'empreinte ou le cachet des négociants qui étaient venus de si loin à l'époque et qui, hélas, firent naufrage devant notre port. À côté de ces amphores qui témoignent de l'antique activité commerciale d'Agde, où se croisaient les venaisons de la Gaule et les vins de Chios, des ancres plus récentes rappellent les combats que les navires corsaires vinrent livrer dans ces eaux. Mais la quête des richesses englouties est loin d'être finie. Aujourd'hui, l'entreprise du chef de gare a prospéré et elle dispose de moyens accrus. L'aide est venue non seulement de la région, mais aussi du ministère des Affaires culturelles. C'est maintenant un véritable groupe d'archéologie sous-marine, bien équipé, qui prospecte le cours de l'Hérault et le rivage méditerranéen. En ajoutant à la panoplie de l'archéologue classique l'équipement du plongeur sous-marin, le groupement d'Agde a eu le mérite d'ouvrir un champ nouveau d'investigation sous la mer, cette rigoureuse gardienne de tranches de vie entières, de minutes du passé figées d'un seul coup. Il n'est guère de jour où une amphore remplie d'air par un plongeur du groupe d'archéologie ne remonte après 2000 ans d'oubli à la lumière du jour. Le groupe ne manque pas de sujets de fierté, et malgré l'une des plus complètes collections d'amphores qui soit, il est surtout fier d'une statue d'Éphèbe en bronze, tout récemment remontée du fond de l'Hérault, où l'avait plongé jadis quelque ennemi de statues païennes. Cette statue, que l'on considère comme une des plus belles pièces découvertes à ce jour, portera le nom qui lui revient, l'Éphèbe d'Agde. Le 28 novembre dernier, au bout de sa fusée, Mariner 4, bourré d'instruments, quittait le Cap Kennedy pour la planète Mars. 228 jours plus tard, au terme d'un fantastique voyage de 520 millions de kilomètres, le petit laboratoire prenait les premières photos de la planète rouge. Les radiotélescopes de Johannesburg en Afrique du Sud, Woomera en Australie et Goldstone en Californie ont recueilli 21 fois les 40 000 signaux qui permettent de reconstituer un cliché. Enregistrés sur bande magnétique, ces signaux doivent être analysés et traduits en points plus ou moins foncés, dont l'assemblage formera la trame de chaque photographie. Un travail long et minutieux, mais dont les premiers résultats permettent aux spécialistes d'affirmer qu'il n'y a pas de champ magnétique sur Mars, que la radioactivité y est intense et l'atmosphère beaucoup moins dense que sur la Terre.
Quant aux Martiens, rien ne permet encore d'en nier l'existence. Il n'y avait déjà plus de Pyrénées, il n'y aura désormais plus d'Alpes. Le tunnel du Mont Blanc a été inauguré par le général de Gaulle et M. Giuseppe Saragat, président de la République italienne. Après 6 années d'efforts, la montagne est vaincue. Aujourd'hui, le plus long tunnel du monde s'étire sur 11 600 mètres de long et sur 7 mètres de large. L'éclairage, d'abord brillant, diminue au fur et à mesure que l'on s'enfonce au cœur de la montagne, où la frontière est symboliquement tracée. Limités dans leur vitesse, les automobilistes rouleront sous une voûte de 6 mètres, sillonnée par 4 conduits chargés d'assurer la ventilation de la galerie. Les deux chefs d'État ont rendu hommage aux efforts et aux talents de tous ceux qui, par cette magnifique réalisation, ont permis de relier le Val d'Aoste à la vallée de Chamonix. À Vichy, la semaine franco-africaine et malgache a été clôturée par la journée de la coopération sous la présidence de M. Triboulet. Le ministre délégué chargé de la coopération s'est tout particulièrement intéressé aux différentes expositions qui ont présenté de nombreux aspects de la vie sur le continent noir. Des œuvres, dues pour la plupart à des auteurs anonymes, figurent parmi les plus beaux exemples de l'art africain. Au palais d'été à Corfou, le roi Constantin de Grèce et la reine Anne-Marie ont présenté à la presse la princesse Alexia sous le regard attendri de la reine Frédérica, de la princesse Irène et de la princesse Margrethe de Danemark. Mais le roi Constantin ne peut sans doute savourer pleinement le bonheur d'être père, car à Athènes, le jour de son départ, le premier ministre démissionnaire, M. Papandréou, a été l'objet de la sympathie bruyante de ses partisans qui n'ont pas caché leur hostilité au régime. Son successeur, M. Athanasiadis Novas, ne bénéficie manifestement pas de la faveur populaire. Le 16 juillet 1945, un énorme champignon de nuées ardentes annonçait au-dessus du désert du Nouveau-Mexique le début de l'ère atomique. Tout avait commencé en 1896, le jour où, posant par hasard une plaque photographique sur des éléments d'uranium, Becquerel découvrait qu'elle était impressionnée. L'uranium émettait donc un rayonnement. 2 ans plus tard, Marie et Pierre Curie parvenaient à isoler un élément prodigieusement actif, le radium. Dans des conditions matérielles précaires, ils venaient de découvrir la radioactivité. Un premier voile était levé sur les secrets de la constitution de la matière. Avec sa femme Irène, Frédéric Joliot-Curie découvre en 1934 la radioactivité artificielle, puis la possibilité de fission de l'uranium. Ainsi se réalisait le vieux rêve des alchimistes. Ainsi se trouvait vérifiée l'équation posée en 1905 par Einstein. Aussi, en 1939, fait-il savoir au président Roosevelt qu'il est possible de fabriquer une bombe atomique. Une énorme usine va s'édifier à Oak Ridge dans le Tennessee. Pendant 4 ans, 30 000 personnes vont y travailler patiemment à analyser et à contrôler la désintégration de l'uranium. Ce sont les premières manipulations. Les gestes sont prudents, calculés. Robert Oppenheimer, assisté d'Enrico Fermi, dirige les travaux. Des travaux qui trouveront leur tragique aboutissement dans le ciel d'Hiroshima et de Nagasaki. Dans cette course, la France a pris du retard. Mais à la fin de la guerre, elle entreprend de refaire le terrain perdu. Dès 1946, le commissariat à l'énergie atomique est créé et, sous la direction de Frédéric Joliot-Curie, s'attelle à la tâche. Zoé, la première pile française, voit le jour. Début bien modeste encore, mais qui préfigure l'important complexe de Saclay. Puis, Francis Perrin donne une nouvelle impulsion à la recherche atomique. Des cyclotrons, des accélérateurs de particules sont installés. Les piles deviennent de plus en plus puissantes.
Insensiblement, on passe du stade expérimental à celui de la production industrielle. Et bientôt, les ensembles de Marcoule et de Chinon permettent d'entrevoir le jour où l'énergie d'origine atomique viendra compléter la production des centrales thermiques et hydrauliques dont les possibilités d'extension sont limitées. Plusieurs milliards de kilowattheures sortent déjà des alternateurs de Chinon et ce complément essentiel ne pourra que s'amplifier puisque la consommation d'électricité double à peu près tous les 10 ans. Dans le domaine de la navigation, la relève est en marche. Une centaine de sous-marins à propulsion atomique, capables d'effectuer plusieurs tours du monde sans ravitaillement, sillonnent déjà les mers, et on se souvient de l'exploit du Nautilus sous la calotte polaire. En surface, le cargo expérimental Savannah préfigure les navires de la fin du siècle qui ne pourront plus souiller le sable des plages. La locomotive atomique est pour demain, l'avion pour après-demain. Le champ des applications est pratiquement sans limite. C'est l'atome qui a permis, par exemple, la vérification des soudures du paquebot France lors de sa construction dans les chantiers de Saint-Nazaire. Forts de leur expérience en matière d'explosion souterraine, les Américains envisagent de creuser à coups de bombe le futur canal entre l'Atlantique et le Pacifique. En agriculture, l'atome se comporte comme le plus actif des stimulants, et les essais de germination accélérée ont donné des résultats stupéfiants. Aussi spectaculaires sont les effets de l'irradiation pour conserver les légumes. Des pommes de terre soumises aux rayons gamma sont aussi fraîches 18 mois plus tard qu'à leur récolte, alors que le tubercule non traité s'est littéralement fossilisé. Mais c'est encore au service de la santé que l'industrie nucléaire peut rendre d'immenses services. L'ingestion d'une solution radioactive parfaitement inoffensive permet par exemple de déterminer la surface lésée avec une précision géométrique. Quant au bêtatron, qui n'est autre qu'un accélérateur d'électrons, il autorise le traitement des tumeurs les plus profondes. Ainsi, tous les espoirs d'une vie meilleure nous sont permis, dans la mesure assurément où les hommes utiliseront avec sagesse cette énergie nouvelle. Et tout cela parce qu'en 1898, un couple de savants français, avec un matériel à décourager le moins difficile des stagiaires de laboratoire, découvrit dans un simple caillou la plus formidable des réserves d'énergie. S'il n'a plus la confiance du palais, M. Papandréou a toujours la faveur de la foule. Il a pu s'en convaincre lors de son retour à Athènes, qui a pris les proportions d'un véritable triomphe. Et les obsèques d'un jeune étudiant tué le surlendemain au cours d'une manifestation a fourni à ses partisans une nouvelle occasion de manifester leur hostilité au nouveau gouvernement. « 100 000 personnes en colère ont accompagné la victime à sa dernière demeure. L'ambition du roi Constantin est d'apaiser rapidement les esprits par l'installation d'un gouvernement susceptible de rassembler une majorité parlementaire. M. Novas est-il capable de renverser à son profit le courant d'opinion qui lui est hostile? Il est possible que la Grèce connaisse encore des jours difficiles. À Saïgon, la mobilisation générale a provoqué l'apparition, au carrefour de la capitale, de charmantes préposées à la circulation des véhicules et à la sécurité des piétons. Toujours par groupe de 4 ou 5, mais capables de se défendre seuls, ces charmantes policières ont pourtant suscité davantage de sourires sceptiques que de déférence, normalement due aux représentants de la force publique dans l'exercice, même gracieux, de leurs fonctions. Cependant, non loin de là, l'audace des commandos Viet Cong ne connaît plus de limites. Et les abords même de la capitale sont menacés. Ainsi, la route numéro 15, coupée à une soixantaine de kilomètres de Saïgon, et qu'une vigoureuse action des forces gouvernementales a permis de reprendre. Sur le territoire nord-vietnamien, les attaques des appareils du porte-avions Coral Sea sont devenues quotidiennes. Après le coup au but des fusées sol-air soviétiques, un nouveau degré vient d'être franchi dans l'escalade.
Au stade de Brazzaville, en présence d'une foule considérable, le président Massamba Deba a solennellement ouvert les premiers Jeux africains. Les délégations de 30 nations participent au prélude de ce qui sera pendant une semaine la grande confrontation des athlètes africains dont certaines performances atteignent au plus haut niveau international. Avant d'être livrée aux lanceurs et aux sauteurs, la pelouse a vu les évolutions de la jeunesse congolaise dans une démonstration digne des Sokols. Une mobilisation sportive qui incite à la réflexion. Dans ce domaine aussi, l'Afrique est en marche. Il faudra sans doute compter avec elle dès les prochains Jeux olympiques. Périodiquement, les sécheresses ont de tout temps posé dans le monde le problème de l'eau. Mais l'accroissement constant des besoins lui fait prendre actuellement une tournure alarmante. Cet été, les lacs de stockage de l'Est américain, dont on se plaisait à vanter les réserves considérables, ont vu leur niveau baisser dangereusement. Et New York en est réduit à laisser ses bassins assécher, à couper l'alimentation de ses fontaines, à rationner l'eau au plus juste pour la consommation. Même les prises réservées aux pompiers ont été muselées. Hong Kong est le symbole de ce qui attend les grandes villes en pleine croissance. En quelques années, une immigration intense a porté la population à 3,5 millions d'habitants, si bien qu'à l'apparition de la période sèche, les réserves ne parviennent plus, et de loin, à suffire au simple nécessaire. Combien de bateaux-citernes d'eau douce la ville aurait-elle fini par devoir importer sans l'édification d'un immense réservoir destiné à recueillir les eaux de ruissellement et qui constitue pour la seule agglomération de Hong Kong un énorme stock d'eau. Il faut aussi compter avec l'agriculture. Dans la mesure où elle entend se moderniser, devenir intensive, elle ne peut rester à la merci de sécheresses qui étaient la plaie du petit exploitant. L'édification de barrages-réservoirs est devenue une nécessité vitale, comme elle l'est aujourd'hui pour l'alimentation de la Côte d'Azur, du Var aux Alpes-Maritimes. On estime que dans moins de 100 ans, la consommation générale égalera les ressources totales en eau douce de la planète. Et le monde devra un jour ou l'autre, pour simplement vivre, faire ce que les Américains, pour des raisons politiques, ont fait à Guantanamo, traiter l'eau des mers pour en faire de l'eau douce. Ce procédé coûte pour le moment 2,5 fois plus cher que les autres, mais la source est pratiquement inépuisable. Israël, plus qu'aucun autre pays, a été confronté avec le problème de l'eau, vital pour lui. Une ville industrielle comme Haïfa a mis en service une usine de récupération des eaux déjà utilisées qui, après rajeunissement, sont redistribuées, et ceci plusieurs fois de suite. Quant aux grands travaux d'irrigation du Negev, à partir des eaux du Jourdain, on sait qu'ils sont en permanence la cause d'un conflit latent avec les pays arabes. Aujourd'hui, l'eau peut devenir la cause d'une guerre. À Paris, où en est-on aujourd'hui alors que la région parisienne est passée de 7 millions d'habitants à 8,5 millions ? Au siècle dernier, quand on commença à forer des puits artésiens, on crut qu'il serait la panacée miraculeuse. Il ne coule plus aujourd'hui que celui du square Lamartine et, pourrait-on dire, pour une petite troupe d'amateurs. L'expansion prodigieuse de la capitale vers la périphérie en particulier exigeait autre chose. Jusqu'à l'année dernière, les 3 réservoirs relais de Paris ont suffi à assurer la demande. Venue de différentes rivières du bassin parisien, pompée également dans la Seine, l'eau subit un traitement extrêmement sévère destiné à en assurer la purification. Et ce n'est pas seulement à l'arrivée que de tels traitements sont effectués. À Achères, où l'usine de traitement va doubler de volume, une partie des eaux usées est épurée avant d'être rendue à la Seine. Mais ce n'est sans doute pas avant 10 ans qu'on pourra traiter la totalité. Quand on connaît les soins que nécessite la purification de l'eau, quand on sait que les goutteurs veillent sur elle 24 heures sur 24, on ne peut que regretter l'état présenté certains jours par le cours de la Seine. Un précieux capital eau est perdu. Pour que Paris ne manque pas d'eau potable, de grands travaux avaient été entrepris. Aujourd'hui terminé, mis en service depuis octobre 64, le réservoir de la Porte des Lilas, construit en 25 mois,
ajoute 200 000 mètres cubes nouveaux aux réserves. Par ailleurs, la régularisation du cours de la Seine sera obtenue dès l'automne avec l'achèvement des travaux du réservoir Seine. Amenée par un canal de 13 km, l'eau du fleuve sera stockée en période de crue dans un vaste lac artificiel de la superficie de celui d'Annecy. En période sèche, cette eau sera restituée au cours de la Seine, ce qui autorisera alors les mêmes possibilités de pompage pour les besoins de la population et de l'industrie qu'en période normale. Alors que la Terre est en train de se parsemer de réservoirs à ciel ouvert, il n'est pas interdit de penser que l'homme saura un jour faire pleuvoir là où il le voudra. Au-dessus de ces réservoirs, par exemple, et pourquoi pas en fabriquant lui-même son cumulus. N'est-ce pas ce qu'a réussi en 1961, sur le plateau de Lannemezan, un Français, le professeur De Sains, à l'aide d'une centaine de brûleurs et de 3 tonnes de gasoil. Il est vraiment étonnant de voir qu'au moment même où ils sont prêts à conquérir la Lune, les hommes doivent résoudre d'urgence un problème expressément terrestre. Redonner à l'eau une abondance qu'ils avaient toujours trouvée toute naturelle.